On s'entend bien que répéter une même ligne de code plusieurs fois n'est pas vraiment pratique. D'abord, ça prend vraiment beaucoup de temps, puis ça utilise beaucoup de lignes de code, ce qui n'est pas vraiment pratique puis utilise beaucoup de données. Heureusement, il y a le concept de boucle dans Python qui nous permet de répéter la même tâche plusieurs fois sans nécessairement devoir l'écrire manuellement. Aujourd'hui, on va voir deux types de boucles. D'abord, il y a le while loop, puis le for loop. On va d'abord voir le while loop. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai comme un genre de chronomètre ou un countdown, comme vous voulez l'appeler, qui fait un décompte de 10 jusqu'à 0. D'abord, ça le fait d'une shot, ce qui n'est pas vraiment considéré comme un countdown. Puis en plus, il y a une manière plus propre de l'écrire avec le while loop. La structure du while loop, c'est de même. D'abord, on écrit bien sûr while, puis après, on doit écrire une condition. Parce que, en fait, une while loop, ça va exécuter tout ce qu'il y a en bas pendant que la condition ici est respectée. Donc, par exemple, si j'ai dit ici while 5 égale 5, print 5. On s'entend bien que 5 va toujours être égal à 5. Donc ici, si tu joues le code, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va printer 5 sans arrêt. Je vous conseille de ne pas le faire, surtout quand vous faites avec un Mac. Parce que ça peut cracher à un moment donné. Par contre, si on avait ici genre une variable genre x égale 10. Puis ici dans le while, on va écrire while x est plus grand que 0. On peut choisir de print x et on peut même modifier la valeur de la variable, comme vous pouvez le voir ici. X est égal à x moins 1 ou juste x moins 1 de même. Puis ce que ça va faire, c'est qu'ici, d'abord, ça va checker si x est plus grand que 0. On voit bien qu'il l'est. Donc, dans ce cas, print x, donc donne la valeur de x, puis enlève 1 de x. Donc ici, ça va devenir 9. 9 est plus grand que 0, donc ça va le print, puis enlever 1. Donc x va devenir 8, puis etc. jusqu'à ce que x soit plus petit que 0. Plus petit que, en fait 0, on va dire. On peut même le tester, si on fait ça de même. Un instant. Ouais, en fait, j'ai juste inversé les égales et le moins ici, mais c'est pas vraiment un problème. Donc, encore une fois, ici, on le joue. On est supposé avoir le même décompte du début et en quelques lignes, vraiment en moins de lignes. Puis en plus, on peut changer cette valeur de x. Donc, on peut faire un genre de décompte de 100. Ça va le faire pour nous de 100 jusqu'à 1, parce que x doit être plus grand que 0. On peut le changer, par exemple, ici, while x pas égal à 0. Puis techniquement, c'est basically la même affaire à 1. Donc ça va dépendre vraiment de comment vous le visualisez. La condition ici peut être n'importe quoi. C'est n'importe quoi que vous voulez. Par exemple, ici, j'ai donné quand x n'est pas égal à 0. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, on sait que quand on va ici dire R égale input. Donc, on va encore donner à notre input, donc demander à l'utilisateur d'écrire quelque chose. Type something. Le problème, c'est que même si on n'écrit rien, ça va marcher. Type something, puis ici, on fait enter, print, R, puis ça va être littéralement n'importe quoi. Avec le while loop, on peut régler ça. On peut faire en sorte à ce qu'il y ait toujours quelque chose d'écrit. Avec le while loop, on peut régler ça en fait en checkant si R est égal à quelque chose ou à rien du tout. On va faire, par exemple, ici, R égale input type something, ça on l'a.
Puis là, while R est égal à rien. Ici, donc, comment ça? Ici, donc, des guillemets sans rien à l'intérieur veut littéralement dire justement rien. Donc, while R est égal à rien, donc il n'y a rien dans R, on peut genre dire print you have to type something. Puis, exiger encore le input. Puis là, si on joue, ça doit marcher. Si type something, je fais enter sans rien écrire. You have to type something, Puis ça ne va pas nous laisser jusqu'à ce que we type something. Donc, ce que ça fait, c'est que avant tout, ça va demander un input normal, donc type something, qui va être stocké dans R. Puis là, la while loop va checker si R est égal à rien. Donc, qu'il n'y a rien dans la valeur, qu'on n'a rien écrit quand on a demandé le input. Ben, s'il n'y a rien, print, you have to type something. Dis-nous qu'il faut écrire quelque chose et redemande encore le input. Pour que si on n'écrit rien encore, ça va pouvoir le détecter et nous demander encore d'écrire quelque chose. Donc ici, on peut genre print à la fin, you typed something. Boom. Puis on peut même faire ça en fait. Là. Ouais. Donc ici, si on n'écrit rien, bien sûr, ça va toujours dire you have to type something, you have to type something. Puis si on écrit something, ben you type something. Something. So you type something. Puis voilà. Une des utilités du while loop. Maintenant, on va voir la deuxième type de loop, le for loop. Celle-là, la structure est un peu difficile à comprendre au début, mais une fois que tu l'as compris, ça va être vraiment pratique. Donc, la structure de base, c'est vraiment for I in X. Je sais que c'est un peu intimidant pour le début, mais on peut le voir en fait de même. Je vais vous donner une image de quoi ça ressemble à peu près. Donc, for I in X peut littéralement être traduit en français pour chaque élément dans l'objet. Donc, le for, le keyword for, c'est juste pour dire pour chaque. Puis le I, c'est élément. Puis en fait, le I ici, c'est une variable. Donc, si on retourne dans PyCharm ici, le I ici peut être n'importe quoi. Peut être X, peut être ça, je sais pas, element, n'importe quoi. Par contre, le X, qui se trouve ici, doit toujours faire référence à un objet. Puis l'objet doit être en fait une liste de données. La liste, par exemple, le type de données de liste, est très pratique pour le for. En fait, elle et tous les autres types de listes, que ce soit des tuples ou des dictionnaires, le for loop, c'est en fait ces types de variables qu'elle exige pour être exécutée. Puis le n, c'est aussi un autre keyword en fait. Le for et le n, c'est des keywords qui sont exigés pour faire la loop en tant qu'elle. Le I, c'est une variable. C'est pour faire référence à tout ce qu'il y a dans l'objet, qui sont en fait des listes. Ben, quand on en parle de même, c'est un peu compliqué, mais je vais vous démontrer en fait ce que je suis en train de dire à peu près. Donc, si on avait ici, par exemple, une liste, on va appeler X, on va dire 1, 2, 3. Oh, ok, on va toucher les 4, 5. Vous voyez ici que l'erreur qui était avant a disparu, parce que ici, l'élément ici, la référence à l'objet doit toujours être une variable qui existe. C'est une référence après tout. Mais comme vous pouvez le voir, l'élément ne flague pas une faute parce que c'est une variable qu'on déclare. For element in X, donc pour chaque élément qui se trouve dans X, on peut choisir du print element. Donc pour chaque élément dans X, print element. Puis techniquement, ce que ça va faire, c'est que ça va venir dans la liste checker par ordre croissant au début. Premier élément 1,
stock-la dans la variable élément, puis print là, puis print élément. Donc ça va donner 1. Ensuite, on a 2. Stock-la dans la variable élément, puis print là. Puis là, techniquement, ce que ça va venir faire, c'est que ça va juste donner tout ce qu'il y a à l'intérieur de la liste. For element in X, donc pour chaque élément dans la liste X, print l'élément, donne-nous l'élément. Ça a littéralement venu nous faire ça. On peut lui dire pour chaque élément print hi. Ça va venir en fait justement donner hi pour chaque élément. Parce que dans la liste, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 éléments. Donc le for loop nous permet de répéter une ligne de code qui se trouve en bas pour chaque élément qui se trouve dans une variable qui contient beaucoup de valeurs. Donc ici, si on l'avait essayé avec 5 par exemple, ça n'aurait pas vraiment marché parce que object is not iterable. Et si on cherche la définition de iterable, ça dit que c'est un objet dans Python qui retourne des membres une à la fois, mais des membres ou en fait des éléments une à la fois. Donc ça doit vraiment être une collection de données qui se trouve à l'intérieur d'une variable. Ça ne peut pas être, par exemple, un booléen ou quelque chose. Un string serait parfaitement marché. Parce qu'un string, on s'entend bien qu'il contient une chaîne de caractères. Donc ici, on peut choisir hello, par exemple. Puis, pour chaque élément dans hello. Puis hello, en fait, ce qui se trouve, il y a 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc, la même affaire. En fait, on va juste dire hi pour que ce soit pas la même affaire que la liste. Techniquement, c'est supposé écrire hi 2 fois. Parce que dans le string hi, il y a 1, 2 éléments, 2 caractères. Donc, ça va nous donner print hi 2 fois. On va maintenant ensemble réaliser une petite activité où on va utiliser les deux types de loop en même temps. On peut par exemple faire une genre de liste de tâches. Comme vous pouvez le voir, j'ai dit le mot liste, donc on va nécessairement utiliser des listes et une méthode ou deux de ce qu'on a vu dans les méthodes de liste. Donc on va d'abord commencer par appeler notre liste tâche égale. Et cette fois, on va rien mettre parce que on va venir et demander à l'utilisateur de insérer des éléments dans la liste. Ok, en fait, on va le mettre en anglais parce que c'est comme ça. Alors, on peut demander à notre utilisateur de justement inscrire les tâches qu'il veut faire. Donc ici, on va dire element equals input. Puis là, enter a task. Donc, ça va lui demander d'écrire une tâche qu'il voudrait faire au futur. Puis là, on peut écrire un genre de key pour justement arrêter le input. Parce que après, on va ici dire while element, donc ce que l'utilisateur a écrit n'est pas égal à une key qu'on va choisir. Donc ici, par exemple, ça peut encore être Q. Donc, pendant que élément n'est pas égal à Q, donc pour quit, on peut lui demander de encore donner une tâche égale input enter task. Puis on peut justement ajouter la tâche à la liste qui se trouve ici. Donc là, on a utilisé le point append, la méthode append, pour qu'on puisse ajouter éléments à l'intérieur de la tâche. Donc ici, enter a task, on peut mettre ici Q to quit. Même affaire ici, Q to quit. Puis là, c'est simple. Ça va en fait juste venir boom, boom, boom.
Puis une fois qu'on clique Q, ben, ça va arrêter de nous demander. Donc, pendant que élément n'est pas égal à Q, fais ça. Sinon, fais ça. Ce qui se trouve à l'après. Mais comme vous le voyez, on n'a rien après. C'est là qu'on va utiliser notre deuxième type de loop, donc le for loop. Donc, une fois que l'utilisateur a choisi de quitter la loop, donc de finir d'utiliser toutes les tâches, d'inscrire les tâches, on peut faire un loop pour chaque élément. Donc, for task and tasks, ici, on sait bien que ça peut être n'importe quoi, on aurait pu écrire X parfaitement. On peut lui dire de print you have to do deux points X. Donc, pour chaque élément dans X, ça va venir dire you have to do la tâche. Donc ici, un petit survol de ce qui est en train de se passer. D'abord, on a défini une liste qui est vide. Genre tasks égale rien intérieur. Après, on demande à l'utilisateur d'inscrire quelque chose, d'inscrire une tâche avec le moyen de quitter. Puis là, après, avec le while loop, on check si l'utilisateur n'a pas inscrit Q, n'a pas écrit Q. S'il n'a pas écrit Q, eh bien, ajoute cette tâche à la liste qui s'appelle tasks, puis demande encore une autre tâche. Ça va en fait ici justement faire un loop infini de demande de tâches jusqu'à ce qu'il écrit Q. Une fois qu'il a écrit Q, donc ça va arrêter d'exécuter cette loop et passer aux prochaines lignes de code. Cette for loop va venir faire un loop pour chaque élément qui va enfin se trouver dans la liste de tâches, puis écrire you have to do la tâche. On pourrait la tester ensemble ici. Par exemple, enter task. You have to do laundry. You have to cook. You have to clean. Quelque chose de mal. Et là, on va dire juste ces trois-là, là, ça va être assez. Donc, on clique sur Q. Puis à la fin, ça va venir nous dire you have to do laundry. You have to do cook. Et you have to do clean. On peut retester pour plusieurs d'autres tâches. Par exemple, je sais pas. You have to... En fait, on va juste enlever le do here, ici, là, pour que ce soit plus clean. Et là, you have to do homework, par exemple. Justement, on va le dire en couleur. You have to clean, cook. You have to go on a walk. Go to school. Comme vous pouvez le voir, ça n'arrête jamais. Vraiment jamais, jusqu'à ce qu'on clique sur Q, littéralement. À l'infini. Ça va jamais arrêter. Puis là, une fois qu'on écrit Q, ça va venir faire un loop pour chaque élément qui va enfin se trouver dans la liste, puis nous dire you have to do homework, you have to clean, cook, go on a walk, go to school, puis toutes les garbage qu'on a écrit à la fin. Puis voilà donc une petite activité où on a mis les deux loops ensemble. Vous pouvez essayer aussi de réaliser vos propres activités avec le loop pour vous pratiquer, parce que la pratique est essentielle en programmation.